Monsieur le maire, bonsoir. Donc, monsieur Béchiza. Présent. Madame Maroun. Présent. Monsieur Canarozzo. Présent. Madame Lagarde. Présent. Monsieur Chaussat. Madame Fouque. Monsieur Pachou. Vous continuez, monsieur le directeur. Monsieur Pachou, madame Belmouden. Monsieur Fleury. Madame Rodriguez. Madame Sago. Monsieur Quinzely. Madame Pinero. Monsieur Palu. Madame Montambeau. Monsieur El Kouradi. Il arrive. Ok. Ah, ça marche. Vous continuez, monsieur le directeur, au niveau de l'appel. Madame Izik. Monsieur Morin. Présent. Monsieur Marquez. Madame Lanchas Vicente. Monsieur Sanogo. Madame Barthélémy. Mandat. Madame Nico. Madame Nico. Présente. Madame Delmont-Koropoulis. Présente. Monsieur Le Carreux. Monsieur Ramadier. Madame Moreau. Monsieur Bézaouya. Monsieur Correa. Monsieur Michel. Madame Marqueton. Madame Drode. Madame Rad. Monsieur Lorenzo. Monsieur Attiori. Madame Jiménez. Madame Missour. Monsieur Tellier. Madame Sadki. Monsieur Moser. Mademoiselle Labasse. Monsieur Ségura. Mandat. Mandat. Madame Demonceau. Présente. Madame Keruel. Monsieur Hernandez. Monsieur Goldberg. Il arrive. Monsieur Chalier. Présent. Monsieur Lawedge. Présent. Madame Bézaouya. Présente. Monsieur Jami. Monsieur Ayadi. Mademoiselle Abdelaoui. Madame Fougeret. Présente. Secrétaire de séance, Madame Fouque, quorum fixé à 27 élus. Merci. Le quorum ayant été atteint, la secrétaire de séance ayant été désignée, nous pouvons ouvrir les travaux de ce conseil municipal. La convocation étant arrivée en bonne et due forme, le premier point à l'ordre du jour est l'adoption du procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2016. Y a-t-il une remarque? Juste rappeler que Juste rappeler que Bonjour. nous sommes effectivement en conseil municipal. Bonsoir à tous. En conseil municipal, Ça se passe. il y a un règlement Bonsoir à intérieur qui fixe des règles. Bonsoir. Les règles, c'est qu'effectivement, l'article 20 fixe la police de l'écriture de la séance. La police de la séance fait que je vais demander, si effectivement l'article 20 n'est pas respecté, de voter rapidement un vote à huis clos, ce que je ne souhaite pas, parce que pour moi, il y a toujours une publicité des débats. Donc, soit, faut appeler qu'une fois, on fait con. soit le public qui est le Bonsoir à bienvenu, tous, je me prête. soit le public qui est le bienvenu Bonsoir à tous, s'installe tel qu'il est prévu au règlement intérieur. Et à partir de là, se déroule le conseil municipal. Soit je fais effectivement voter un huis clos, et malheureusement, les personnes qui sont intéressées par la publicité de ce conseil municipal ne pourront pas rester. Voilà. Donc je demande aux personnes, je le répète, qui sont les bienvenues, de s'installer à l'emplacement du public. Il est précisé dans le règlement intérieur adopté que les personnes doivent prendre place, s'asseoir et ne pas faire part ni d'approbation ni de désapprobation. Je demande donc le respect de ce règlement intérieur. Si le public peut effectivement s'installer tranquillement. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est donc, avant d'aborder les points à l'ordre du jour, demander s'il y a de demandes de désaffichage à l'opposition. Monsieur Hernandez, Monsieur Chalier, Monsieur Hernandez. Oui, merci. Juste la délibération numéro 7. Délibération numéro 7. Monsieur Chalier. Pas de désaffichage. Merci. Donc là, la numéro 7, je répète l'application de l'article 22 et 20 du règlement intérieur où le conseil municipal doit pouvoir se dérouler de manière sereine sans que le public donne des signes d'approbation ou de désapprobation. Je demande donc un vote sans débat tel que prévu pour la possibilité de faire un huis clos. Qui est pour ? Merci. Je demande donc une suspension de séance et je reprendrai les travaux quand effectivement le calme sera arrivé dans le public afin qu'on puisse discuter. Merci. Donc je répète le cadre. Là, nous sommes en suspension de séance.
on a voté le huis clos avant, le quorum était vérifié, il y a bien eu l'ouverture des travaux, il y a bien eu un premier acte qui a été l'adoption du procès-verbal. Donc effectivement, on était dans notre droit d'appliquer cette procédure. Je le répète bien pour le procès-verbal de ce conseil municipal, c'est effectivement l'application de la police de l'Assemblée du conseil municipal, l'article 22 du règlement intérieur de ce conseil municipal. C'est une délibération qui avait été votée en juin 2014. Ensuite, il y a l'article 20 du règlement intérieur qui stipule bien qu'effectivement, durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis aux places qui lui sont réservées et garder le silence. Toute marque d'approbation ou de désapprobation sont interdites. La police de l'Assemblée vise donc à garantir l'ordre public et concerne normalement le public et non pas les élus. Voilà. Donc il y a eu l'application de cet article pour le conseil municipal. Je me souche sur une note d'alerte qui m'a été faite par la police municipale, car bien évidemment, au-delà des menaces sur les réseaux sociaux que nous avons depuis le début du week-end, nous avons eu, pour la ville de Saint-Denis, donc on voit que ce n'est pas partisan, 3 conseils municipaux qui ont été perturbés par les mêmes, c'est-à-dire le même meneur et effectivement les mêmes personnes qui l'entouraient. Il a fallu ajourner le conseil municipal du 15 février et obliger le maire aussi à prononcer le huis clos le 5 mars. Donc on voit bien que c'est récent. Nous avions donc reçu une note d'alerte du directeur de la police municipale. Les services de l'État étaient avisés. J'ai une note effectivement aussi du service du bureau de contrôle de légalité de la préfecture qui me rappelait mes droits, en particulier le Conseil d'État du 14 décembre 1992 pour la ville de Toul, qui fait bien état de, quand il y a un trouble à l'ordre public dans le public, les mesures que peut prendre effectivement le maire. Donc nous sommes dans la légalité. Le principe d'un conseil municipal, c'est la publicité. Le corollaire de ce principe fondamental de la publicité, c'est le respect des uns et des autres, le respect de l'opposition, le respect de l'Assemblée, le respect du public, mais aussi l'Assemblée, le respect effectivement de l'exécutif. Donc dans ces conditions, la loi, les textes ont été respectés. Je réouvre la séance officiellement. Monsieur le directeur général, est-ce que le quorum est réuni? Alors, monsieur le maire, le quorum semble réuni, mais je dois de nouveau procéder à l'appel. Allez-y. Donc, monsieur Béchiza. Présent. Madame Maroun. Présent. Monsieur Canarozzo. Présent. Madame Lagarde. Présent. Monsieur Chaussat. Présent. Madame Fouque. Présent. Monsieur Pachou. Madame Belmouden. Monsieur Fleury. Madame Rodriguez. Madame Sago. Monsieur Quinzely. Madame Pinero. Monsieur Palu. Madame Montambeau. Monsieur El Kouradi. Madame Izik. Monsieur Morin. Monsieur Marquez. Madame Lanchas Vicente. Monsieur Sanogo. Madame Barthélémy. Pouvoir pour Madame Nico. Madame Nico, donc, voilà. Madame Delmont-Koropoulis. Présente. Monsieur Le Carreux. Monsieur Ramadier. Madame Moreau. Monsieur Bézaouia. Monsieur Correa. Monsieur Michel. Madame Marqueton. Madame Drode. Madame Rad. Monsieur Lorenzo. Monsieur Attiori. Madame Jiménez. Madame Missour. Monsieur Tellier. Madame Sadki. Monsieur Moser. Mademoiselle Labasse. Monsieur Ségura, absent. Madame de Monceau, absente. Madame Keruel, absente. Monsieur Hernandez, absent. Monsieur Goldberg, absent. Monsieur Chalier, absent. Monsieur Lawedge, absent. Madame Bézaouia, absente. Monsieur Giami, absent. Monsieur Ayadi, absent. Mademoiselle Abdelaoui, absente. Madame Fougeret, absente. Donc le quorum est toujours fixé à 27 élus et c'est Madame Fou qui assurera le secrétariat de séance. Et nous sommes bien combien? Et donc nous sommes bien... Combien? 40 Philippe. 43. Non. Faut que tu viennes. 43. Louis, t'appelles. Parfait. Donc on reprend le point
qui étaient donc les délibérations, puisque nous avons adopté le procès-verbal. La première délibération des affichés était en fait la délibération numéro 3. Juste une, s'il vous plaît. Pôle patrimoine et cadre de vie, Monsieur Moser. Qui est Rémi? Ah, je ne te voyais pas. Vous avez la parole en essayant d'être synthétique, s'il vous plaît. Merci, monsieur le maire. Pour essayer de rattraper un peu le retard, parce que je veux qu'on se prenne du temps, même entre nous, sur le débat d'orientation budgétaire, qui, je le rappelle, puisque nous sommes filmés, est le sujet quand même de ce soir, et c'est l'année d'avenir pour les moyens qu'on donne aux Aulnésiens et aux Aulnésiennes l'année prochaine. Donc il y a ceux qui, effectivement, font du théâtre et ceux qui travaillent sur le fond. Monsieur Moser, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Je vais tenter de relever le défi. Donc, il s'agit d'une délibération relative à une déclaration d'utilité publique au titre des codes de l'environnement et de la santé publique, à savoir l'usine d'eau potable d'Aulnay-sous-Bois. Donc, la présente délibération fait suite à la demande d'autorisation et de déclaration d'utilité publique au titre des codes de l'environnement et de la santé publique effectuée par le syndicat CEDIV, dont les ouvrages sont situés rue Gaspard-Monge à Aulnay-sous-Bois. Par arrêté préfectoral numéro 2017-3831 du 28 décembre 2017, la demande d'autorisation susvisée a été soumise à une enquête publique d'un mois en mairie d'Aulnay-sous-Bois du 23 janvier 2018 au 23 février 2018 et portée plus précisément sur la déclaration d'utilité publique d'installation des périmètres de protection et la demande d'autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités. Donc, il a été ainsi, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté préfectoral, le conseil municipal d'Aulnay-sous-Bois est appelé à formuler son avis sur la demande d'autorisation précitée. Certaines de ces prescriptions peuvent s'avérer contraignantes et être préjudiciables au dynamisme commercial et sportif d'Aulnay-sous-Bois. Voici une liste non exhaustive des points de vigilance. Donc, il est strictement interdit toute nouvelle installation comportant un rejet directement dans le sol et par quelque moyen que ce soit, puis phosphorage, ou encore la création d'aires de stationnement. Autre point d'attention, l'étanchéité de toute conduite souterraine devra être contrôlée tous les 5 ans et en cas de non-étanchéité, la fuite devra être rendue étanche. La ville devra également annexer les servitudes afférentes au permis de protection dans son plan local d'urbanisme, PLU. Enfin, l'ensemble des propriétaires des 443 parcelles situées à l'intérieur du périmètre de protection rapproché devront effectuer des travaux de mise en conformité si nécessaire. L'avis au conseil municipal. Donc, au regard des périmètres de protection et des prescriptions envisagées, il est à noter que plusieurs mesures pourraient avoir des conséquences sur le développement urbain de la zone d'activité des Mardelles, de la rue Jacques-Duclos, ainsi que le projet du stade nautique. Il est donc proposé au conseil municipal de formuler un avis réservé de déclaration d'utilité publique, dit DUP, de la santé de la société CEDIF. Il est aussi demandé au CEDIF d'intégrer le mot « nouveau » aux sections suivantes des préconisations de l'hydrologue agréé. Tout nouveau ouvrage de collecte, de transport ou de stockage d'eau, de produits liquides ou gazeux et situé dans l'emprise du PPR devra être tranché. Tout nouveau réservoir aérien ou souterrain contenant des produits pouvant porter atteinte à la qualité des sols ou des eaux sera ensuite soit en double enveloppe, soit en bac de rétention ou fosse maçonnée. Et enfin, toute nouvelle conduite souterraine prévue dans les produits pouvant altérer la qualité des sols ou des eaux devra faire l'objet d'une épreuve d'étanchéité avant sa mise en fonctionnement. Pour l'ensemble des propriétaires des 443 parcelles situées à l'intérieur du périmètre de la protection rapprochée, que les travaux de mise en conformité opérés par les particuliers professionnels ou par les collectivités soient portés ou à défaut subventionnés par le CEDIF via l'agence de l'eau Seine-Normandie. Que les travaux d'aménagement d'un système de collecte des eaux connectées au réseau d'eau pluviale de la ville relatif à l'aire de stationnement de la piscine soient portés ou à défaut subventionnés par le CEDIF. De fournir des informations complémentaires sur l'impact éventuel qui résulterait sur le dynamisme économique, culturel et sportif du secteur concerné par le périmètre de protection rapproché. Et concernant la demande d'autorisation Code de l'environnement, de fournir des informations complémentaires relatives aux autorisations de forage. Je vous remercie. Merci, Monsieur Moser. On n'est pas sur un point, je regarde mon administration, on est bien sur un vote. Parfait. Qui alors? Je vais répéter parce que de temps en temps, et c'est bien aussi de rappeler, vous tenez votre légitimité d'être ici autour de cette table par un vote. La représentativité en France, il n'y en a pas 25, c'est l'élection pour les élus du peuple et pour la défense d'intérêts particuliers, ce sont les syndicats, c'est le préambule de la Constitution de 1946, c'est ça
qu'on appelle en France la représentativité. Et là, en ce moment, nous sommes donc 40 autour de la table sur un conseil municipal de 53. Donc on peut estimer légitimement et légalement qu'effectivement cette instance est représentative. Donc je mets la délibération au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci. Bien évidemment, c'est l'unanimité des présents. Nous arrivons à la délibération numéro 4 pour une convention tripartite. Madame Fouque, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc depuis 2011, la ville d'Aulnay-sous-Bois s'est engagée dans la mise en place du dispositif d'accueil des collégiens temporairement exclus. En abrégé, ça fait ACTE. À cet effet, il y a une convention qui a été faite le 22 septembre 2011, qui a été signée entre le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis et la ville pour lutter de façon efficiente contre le décrochage scolaire des jeunes. Ce principe a pour but certains objectifs fondamentaux, favoriser la continuité, prévenir le décrochage scolaire, éviter l'errance des élèves exclus, proposer un lieu d'accueil avec un cadre précis, garantir la libre adhésion et l'application des familles et donner un sens à la sanction et à la notion de citoyenneté. Je crois que c'est très important. Des nouveautés sont à acter pour cette année 2017 car le processus n'était pas assez efficace. Donc pour mieux répondre aux objectifs d'éducation du dispositif, on a eu un projet qui s'est plus axé sur les actions en lien avec la citoyenneté, donc visite du tribunal de Bobigny, des ateliers de citoyenneté au Bige, des ateliers au centre d'information et d'orientation, des ateliers débat avec l'avocat du bureau d'aide aux victimes et une participation à différentes manifestations, des ateliers intergénérationnels avec les foyers clubs du 3e âge. Ce travail, c'est un travail en transversalité qui est renforcé pour une meilleure prise en charge des élèves. L'orientation des jeunes, parce que c'est un système qui est bien, mais il faut aussi qu'après cette prise en charge d'une semaine, les élèves, il y ait une orientation et un suivi. Donc, elle constitue un volet important de l'offre éducative proposée aux élèves. Les élèves sont ensuite orientés selon leurs problématiques vers d'autres services pour une prise en charge spécifique et à long terme, par le PRE, par le service de prévention délinquance et par l'éducation des éducateurs spécialisés. La psychologue du PRE a intégré l'équipe du dispositif pour assurer une continuité des services. La ville a déployé des moyens supplémentaires pour améliorer l'accueil des élèves, l'accueil de la nouvelle structure Alverino, la restauration à la cantine municipale du Mont et une utilisation d'un minibus pour transporter les enfants, les élèves. Ce nouveau souffle a permis l'élargissement de la participation des établissements scolaires, c'est très important, puisque là nous avons 6 collèges sur 7 qui désormais sont impliqués et une classe de pro de Voilhomme. Les collèges Gérard Philippe et Le Parc ont intégré le dispositif cette année. En 5 mois, 50 élèves ont été pris en charge, ce qui est un record. Et les financements sollicités sont encore là. On a fait une demande au contrat unique de 10 000 €. Au Fonds social européen, on a demandé 194 000 € sur 2 ans et le conseil départemental, 22 700 €. Voilà, merci monsieur le maire. Merci. On est tout pour, puisqu'elle a été brillamment présentée. Qui est pour cette délibération? Unanimité. Merci. Nous arrivons... par respect républicain, il y a eu justement la délibération numéro 7 qui a été désaffichée sur la signature de convention de subventionnement départemental pour la création de places en crèche. Madame Belmouden, je vous donne la parole pour que nous prenions connaissance de cette délibération qui s'inscrit dans le droit fil de ce qu'on a commencé, bien évidemment, répondre aux demandes des parents. Merci. Bonsoir. Donc, pôle service à la population, petite enfance, signature de la convention de subventionnement départemental pour la création de places dans l'établissement d'accueil d'enfants de moins de 6 ans, Eliane Néry. Donc, le multi-accueil La Bourdonnais, d'une capacité de 18 places, était situé dans les locaux du centre social Albatros, qui n'étaient pas adaptés aux nouvelles normes de la petite enfance. À la faveur du projet de rénovation de l'îlot Sisley, la ville s'est portée acquéreur d'un pied d'immeuble 1 rue Alfred Sisley, destiné à accueillir des services publics préexistants sur le quartier. Donc il y a eu la mairie annexe, la poste, le cabinet médical et le multi-accueil La Bourdonnais, renommé Eliane Néry.
les travaux d'aménagement et d'équipement du nouveau multi-accueil Eliane-Neri d'une capacité de 28 places, soit une augmentation de 10 places, se sont achevés à l'automne 2017 pour une ouverture aux familles le 2 janvier 2018 dans le cadre d'une délégation de service public, qui s'est très bien déroulée d'ailleurs. Cet équipement comporte une seule unité de vie de 28 places, intégrant une salle d'éveil, 2 dortoirs, le bureau de la direction, les locaux techniques réglementaires, office, lingerie, salle de repos du personnel. Ce projet s'inscrit dans le programme de développement des services d'accueil de la petite enfance engagé par la ville en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale et le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. C'est pourquoi la ville a sollicité le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis qui a répondu favorablement en proposant une convention de subventionnement fixant la participation financière du département à un montant de 36 000 €, soit 3 600 € par place créée. Merci. Merci. Donc, délibération claire. Encore une bonne nouvelle. On est dans le domaine de la petite enfance ou dans le bilan de ce qui est fait par cette municipalité. C'est une priorité. Mieux répondre à une demande légitime, effectivement, des parents. On ne peut pas, dans le cadre du développement et de l'attractivité, demander à une jeune classe moyenne de rester à Aulnay-sous-Bois et ne pas lui offrir mieux de crèches sous différentes formes, mieux de garde pour les petits-enfants, mieux de réussite éducative, mieux d'école maternelle, mieux d'école primaire, mieux de déroulé scolaire. Donc effectivement, cette ouverture avec une inauguration qui aura lieu le mois prochain, du nom d'une sage-femme qui était résistante et qu'on saluera à ce moment-là, Madame Eliane Neri. Et c'est encore donc une bonne nouvelle pour notre ville. Merci. Qui est pour? Unanimité. Merci. Ensuite, nous arrivons sur un prend acte, la délibération numéro 9. Madame Jiménez, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Merci. La loi numéro 2014-873 du 4 août 2014, article L 2311-1-2 du CGT, précisé par le décret numéro 2015-761 du 24 juin 2015, prévoit la rédaction d'un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce dernier doit être présenté par Monsieur le maire au conseil municipal, préalablement au débat d'orientation budgétaire dans les communes de plus de 20 000 habitants. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le rapport qui est joint comprend donc 2 parties. La première partie est relative à la politique des ressources humaines menée par la collectivité et comprend des graphiques représentant l'égalité sous différents aspects, ainsi qu'un bilan et des orientations pluriannuelles. La ville, qui avait axé sa politique RH en 2016 sur une meilleure connaissance des situations professionnelles internes pour les faire évoluer, une sensibilisation des agents sur les discriminations, la favorisation de la mixité dans les différentes filières, la création des conditions permettant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, a poursuivi ses actions en 2007 et conserve les objectifs suivants pour les années à venir, à savoir favoriser la mixité des métiers et des filières et sensibiliser les agents sur les discriminations. La seconde partie de ce rapport est quant à elle relative aux politiques publiques mises en œuvre sur le territoire par la collectivité et présente notamment un certain nombre d'actions menées en faveur de l'égalité, telles que la promotion de l'égalité citoyenne via une meilleure articulation des dispositifs d'accès aux droits dans le cadre notamment du contrat de ville et en partenariat avec des opérateurs publics ou privés afin de développer des actions et de garantir leur cohérence, ainsi que les actions portant notamment sur la lutte contre les comportements sexistes, d'une part, les violences dans les relations amoureuses, d'autre part, et les actions dans le cadre des violences faites envers les femmes portées par le Bureau d'aide aux victimes. Il s'agit de développer un esprit citoyen et les conditions du respect entre les garçons et les filles. Enfin, le rapport répond aux dispositions de l'article 16 de la loi du 4 août 2014 dans le cadre des marchés publics. Merci. Merci. Donc on est bien sur un prend acte. Merci de cette présentation succincte. Nous arrivons donc sur la délibération numéro 10. Monsieur Tellier, pour des demandes de subvention pour une bonne nouvelle annoncée lors des vœux. Le pont de la Croix-Blanche. Monsieur Tellier, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire.
Lors du conseil municipal du 31 janvier 2018, l'Assemblée délibérante a approuvé la demande de subvention auprès de la métropole du Grand Paris au titre du Fonds d'investissement métropolitain dans le cadre du projet de doublement de la voie de circulation nord-sud du pont de la Croix-Blanche. Ce pont de configuration étroite est d'ores et déjà saturé aux heures de pointe, tout comme le carrefour à feu au sud. Des centaines de bus qui utilisent ce pont et tous ceux qui sont obligés de traverser la voie d'accès au pont côté nord accentuent les difficultés de circulation aux heures de pointe. Ainsi, les bus perdent en régularité et en ponctualité. Une étude de faisabilité a été réalisée en coordination avec la SNCF pour pouvoir implanter, sans avoir à modifier l'ouvrage d'art, une seconde voie dans le sens nord-sud, sens le plus problématique aujourd'hui. Fort de ce constat, la ville d'Aulnay-sous-Bois propose une action concrète pour les années 2018 et 2019 visant à contribuer aux enjeux métropolitains en matière de développement durable. Le projet de doublement de la voie de circulation nord-sud, franchissant les voies ferrées par le pont de la Croix-Blanche en 2018. Le projet de réaménagement du carrefour à feu situé au sud du pont en un rond-point à double voie annulaire en 2019. Ces projets ont pour objectif de fluidifier la circulation et de favoriser le déplacement des véhicules de transport en commun en contribuant ainsi à la baisse des émissions de gaz d'échappement dues aux véhicules particuliers et aux embouteillages. C'est pourquoi la ville d'Aulnay-sous-Bois souhaite également solliciter Île-de-France Mobilité dans le cadre des opérations subventionnables au titre du plan de déplacement urbain d'Île-de-France. En effet, le PDUIF fixe les défis à relever par les politiques de déplacement. Parmi ces défis, le deuxième vise à rendre les transports collectifs plus attractifs, ce qui passe par le renfort de la qualité du service offert aux voyageurs et en particulier la fiabilité par des aménagements de voirie. Pour financer cette opération d'intérêt général bénéfique pour les transports en commun, mais aussi plus globalement pour l'environnement, la ville d'Aulnay propose donc à l'Assemblée délibérante de demander au taux maximum possible la participation d'Île-de-France Mobilité à ce projet, en plus de la demande déjà réalisée auprès de la métropole du Grand Paris. Merci. Donc effectivement, il y avait eu une rectification. Alors j'ai peut-être mangé la rectification, Monsieur Tellier. Il fallait lire, au lieu de lire après le dernier considérant, Monsieur le maire propose à l'Assemblée délibérante de l'autoriser à solliciter la subvention maximale autorisée et à signer tous les documents permettant de donner une suite favorable à la demande de subvention auprès du Fonds d'investissement métropolitain. Il y a lieu de lire auprès d'Île-de-France Mobilité. Voilà, ce n'est pas le même organisme. C'est juste effectivement une rectification en séance de la délibération. Sinon, on est sur un projet, là encore, structurant pour notre ville. On en parlera tout à l'heure lors du DOB. C'est ce qu'on appelle du vrai investissement. Ça fait 25 ans que certains en rêvent, mais aujourd'hui, nous, on le fait. Merci. Qui est pour? Unanimité. Merci. Nous arrivons sur le pôle du développement territorial, sur un sujet là aussi qui est cher à de nombreux Aulnaysiens. Et c'est dommage que nous soyons en huis clos, parce qu'effectivement, je parlerai d'une association en particulier qui s'est beaucoup investie sur ce sujet. Monsieur Palu, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Le droit de préemption spécifique aux fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux permet aux communes d'intervenir pour le maintien de la diversité des activités commerciales et artisanales, de lutter contre la transformation des locaux commerciaux en bureaux, logements ou agences bancaires, mais aussi de faciliter la venue et l'installation de nouveaux commerçants et artisans dans les secteurs urbains fragilisés. Cette démarche participe à la préservation du lien social et à la satisfaction optimale des besoins des consommateurs. Face aux nouveaux enjeux qui remettent potentiellement en cause la diversité et l'équilibre de l'offre commerciale, une révision générale des périmètres concernés par l'application du droit de préemption commerciale est apparue nécessaire. La création de 10 périmètres de sauvegarde est ainsi proposée. Centre-Gare, Vieux-Pays, Chanteloup, Grand Paris, Rose-des-Vents, Gros-Saulx, Ambourget, Soleil-Levant, Nonville, Carrefour des droits de l'homme. Cette extension amène à étendre le nombre de locaux concernés à 608 sur un total de 1060 locaux présents sur la commune d'Aulnay-sous-Bois. Dans leur avis, les chambres consulaires donnent leur accord sur ce dispositif. Monsieur le maire propose donc à l'Assemblée délibérante d'approuver la révision générale du périmètre d'application du droit de préemption spécifique aux fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux conformément au plan annexé à la présente délibération.
mais aussi d'autoriser Monsieur le maire à prendre les décisions relatives à l'exercice et à la délégation en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme, du droit de préemption défini par l'article L214-1 et suivant du Code de l'urbanisme sur l'ensemble du périmètre, y compris le périmètre initial. Merci. À souligner que bien sûr ce travail qui répond à une vision politique au sens noble du terme, de la protection, voire du développement de pôles de centralité et de commerce de proximité. On est dans le 3 fils du projet de la majorité municipale, a donc eu l'aval des chambres consulaires avec un avis de la Chambre des métiers et de l'artisanat en décembre 2017 et un avis de la Chambre de commerce et de l'industrie le 29 janvier 2018. Donc on voit bien que ça répond aujourd'hui à une logique dans laquelle nous sommes effectivement à 100%. Je voulais profiter, parce que même hors présence du public, ce sera répété et c'est filmé, remercier tous les commerçants d'Aulnay-sous-Bois, de tous les quartiers qui se sont investis dans le montage de ce dossier, dans cette délibération qui, je le répète, est une délibération presque aussi importante qu'un PLU pour des commerçants. Parce qu'effectivement, on sait ce qui se passera demain. Les commerçants se sont engagés, les associations se sont engagées, elles nous ont emmené leur réflexion. Je veux souligner le travail de l'association CAPAD, avec à leur tête le président Alain Boulanger, qui nous a saisis aussi par des échanges, par des entretiens, autour de la sanctuarisation des commerces qui assure une offre aux habitants de tous les quartiers. Monsieur Boulanger proposait, et c'est pour ça que je veux lui répondre finalement publiquement, aussi d'inclure les commerces du quartier Tour Eiffel, du centre commercial des étangs Murisier, j'allais dire, et nous y étions favorables. Mais comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas les seuls coproducteurs de ce mécanisme. Les chambres consulaires devaient être consultées, et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un consensus. Et ça ne nous a pas forcément été accepté dans un premier temps. Je remercie donc l'association pour sa contribution, l'association CAPAD, l'engagement de tous ses membres, et je m'engage devant le conseil municipal à revenir sur ce sujet pour voir si nous pourrons faire évoluer effectivement les lignes dans ce côté-là, en particulier quand il y aura des évolutions urbaines sur la ville, pour prendre en compte ces nouvelles évolutions. Je pense aussi par exemple au Vieux Pays, quand la coulée verte Chopin sera ouverte, ça a bien indiqué que pour les habitants de Princey, le pôle de centralité du Vieux Pays reprendra encore plus sa noblesse qu'aujourd'hui. Voilà. Merci Monsieur Palud pour cette présentation. Qui est pour? Unanimité. Merci. Nous arrivons sur la délibération numéro 13. Police de l'urbanisme. Monsieur Quinzely, vous avez la parole. C'est mieux avec le micro. Comme de nombreuses villes en Seine-Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois constate depuis plusieurs années un phénomène croissant de division de pavillons en plusieurs logements. Ces divisions sont parfois réalisées en dehors du cadre réglementaire en vigueur, peuvent entraîner de nombreuses situations d'habitat dégradé et potentiellement insalubres. Pour enrayer ce phénomène, la municipalité mène déjà une politique active de lutte contre les marchands de sommeil, par la prise d'arrêtés d'insalubrité lorsqu'il y a infraction au code de la santé publique et plainte des locataires, ou par engagement de contentieux pénaux et signalement de ces situations auprès du procureur de la République. Le permis de diviser qui est proposé ce soir est un nouvel outil qui permettra de lutter plus efficacement en lien avec la réglementation en matière de salubrité et de sécurité publique et la réglementation d'urbanisme. Il permettra également de mettre en œuvre des sanctions supplémentaires et plus rapides à l'égard des contrevenants et pourra donc avoir un effet dissuasif. Il est proposé d'instaurer ce nouveau dispositif sur l'ensemble du secteur pavillonnaire d'Aulnay-sous-Bois et d'évaluer ses effets en réalisant un bilan d'ici la fin de l'année 2018. Monsieur le maire propose ainsi à l'Assemblée délibérante
d'instaurer une autorisation préalable de travaux conduisant à la création de locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, d'adopter la délimitation d'un périmètre dans lequel l'autorisation préalable de travaux conduise à la création de locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant est mise en œuvre comme joint en annexe à la délibération. Et enfin, d'autoriser le maire ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à la réalisation de ce dispositif. Voilà, monsieur le maire. Merci. Merci, monsieur Quinzely. Vous le savez, il a été convenu donc avec les préfectures de tester ce dispositif et de faire un point avec les services de l'État dans 6 mois. Qui est pour? Unanimité. Merci. Nous arrivons donc au point qui est le point fondamental de cette soirée. Non pas que les autres délibérations soient moins importantes, mais dans la vie d'une collectivité, le budget précédé par le débat d'orientation budgétaire prend tout son sens. Je tiens à souligner, je ne prends pas la parole pour prendre la parole, je prends la parole parce qu'effectivement, malgré le huis clos, il y a un procès verbal de séance et il y a aussi effectivement la publicité indirecte, puisque demain, le film de ce conseil municipal sera public sur le site de la ville. Donc, normalement, les textes disent bien que le débat d'orientation budgétaire est public, puisqu'un conseil municipal est public. Je dois donc prendre en considération non seulement ce que je dis tout à l'heure, les mises en garde, la note d'éveil de la police municipale qui nous alertait sur les troubles potentiels de ce conseil municipal, les troubles effectifs qui ont eu lieu lors du conseil municipal, la mesure qui a été prise à la majorité de faire un huis clos, l'intervention de la force publique pour évacuer la salle, en particulier suite à des injures et à des menaces envers des élus et envers l'administration. Et mon administration me dit qu'effectivement, les personnes sont encore dans le périmètre de la mairie, et donc à partir de là, nous pourrions voter la réouverture de la publicité des débats, mais on ne va pas jouer au yo-yo de réouvrir au public et dans 10 minutes de le refermer. Donc effectivement, on prend acte que le huis clos est toujours présent, que malheureusement le débat d'orientation budgétaire se fera dans ces conditions, mais que finalement, les technologies d'aujourd'hui permettront de faire la publicité de ce débat d'orientation budgétaire à travers les nouvelles technologies. Monsieur Fleury, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Je vais pas lire les 22 pages du rapport d'orientation budgétaire, bien qu'il soit très très bien fait. J'aimerais remercier mon DGA de secteur et le directeur des finances, mais je vais quand même en expliquer les grandes lignes. Après avoir perdu plus de 25 millions d'euros de ressources cumulées entre 2014 et 2017, la ville devra subir les conséquences d'un deuxième plan d'économie de 13 milliards d'euros. L'État imposera d'ailleurs aux collectivités, par le biais d'une contractualisation, de respecter une trajectoire définie sous peine de pénalité de retard, de non-respect de celle-ci. Malgré ces mesures drastiques imposées par les gouvernements successifs et la situation financière plus que préoccupante héritée de l'ancienne majorité municipale, la ville, grâce à l'application d'un modèle de gestion qui tend au plus près des besoins, a su préserver son niveau de fiscalité selon l'engagement pris, tout en gardant un niveau de service de qualité. Si l'année 2016 avait atteint des résultats probants, avec un niveau de charge revenu en deçà de celui de 2011, l'année 2017 marque une pause dans cette évolution, mais consolide les économies réalisées. À périmètre constant, la faible progression des charges, plus 0,73%, corrélée à une quasi-stabilisation de nos recettes, plus 0,21%, entraîne un fléchissement des épargnes. Cette situation est cependant conforme à la trajectoire budgétaire qui avait été définie. En effet, la ville a dû faire face à des éléments exogènes, des éléments extérieurs, qui ont fortement impacté son budget.
la réforme du régime indemnitaire et l'augmentation du point d'indice pour 1,7 million d'euros, la baisse de la dotation globale de fonctionnement pour 2,08 millions d'euros, soit 3,78 millions d'euros de baisse de marge supplémentaire. Or, la baisse de l'épargne de 1,5 million d'euros reste satisfaisant au regard de la politique d'effort budgétaire menée. Malgré cela, l'année 2017 a vu la réalisation de plusieurs projets d'investissement, le centre de supervision urbain, le pôle de supervision urbain, le pôle de centralité Sisley, le rachat du terrain CMMP, donc l'ancienne usine d'amiante. Un effort a également été réalisé sur l'entretien du patrimoine bâti et voirie de plus de 600 000 euros. Ces projets, à hauteur de 23,721 millions d'euros, en progression de 1,635 millions d'euros par rapport à 2016, ont été financés principalement par de l'emprunt, dont l'encours reste cependant maîtrisé, puisqu'il évolue de 9,66 millions d'euros pour atteindre 125,584 millions d'euros hors réseau de chauffage. Depuis 2013, celui-ci a évolué de 23,028 millions d'euros, soit 5,757 millions d'euros par an, et reste près de 2 fois moins important que l'évolution connue entre 2007 et 2013, établie à 11,073 millions d'euros par an. La ville profite des taux très bas proposés sur les marchés financiers. La municipalité continuera donc l'exercice d'optimisation initié dès 2014 et qui lui permet de dégager, après retraitement comptable, un excédent de 6 millions d'euros, lui permettant d'équilibrer le budget 2018 sans augmentation de fiscalité. Les dépenses de fonctionnement au budget 2018, évaluées à 155,5 millions d'euros, reprennent leur évolution baissière. Cette trajectoire, corrélée au frémissement des recettes entrevues en 2017, doit améliorer le niveau d'épargne à partir de ce budget pour redevenir positif en 2020. Les objectifs dictés par la loi de programmation des finances publiques seront respectés tout en réalisant les investissements nécessaires et traduisant les orientations de la municipalité. La livraison du centre de supervision urbain et le déploiement de la vidéosurveillance pour 2,2 millions d'euros, la construction de l'équipement multimodal Balani pour 2,3 millions d'euros, l'aménagement du parking et de la place Jean-Claude Abriou pour 900 000 euros, le début de la réalisation du nouveau stade nautique pour 1,8 million d'euros. La continuité d'une gestion budgétaire optimisée, tant en fonctionnement qu'en investissement, devra permettre de regagner de l'épargne brute et d'avoir, pour la fin de mandature, une situation financière en nette amélioration. Voilà, monsieur le maire, pour cette présentation. Merci, monsieur Fleury. Monsieur Chaussat, monsieur Pachou, vous vouliez, dans vos rôles respectifs, illustrer ces choix, cette orientation budgétaire en termes littéral, puisque, enfin, au moins ça fait polyphonie. Monsieur Chaussat. Merci, monsieur le maire. Je voudrais tout d'abord saluer la qualité du rapport établi. Certes, il répond aux obligations relativement récentes du législateur, mais aussi à l'esprit recherché par une communication objective, reposant notamment sur des constats financiers éclairés par des commentaires sobres et précis. Comme nous dit le vieux sage, je vous rassure, il ne s'agit pas de moi, je n'ai pas encore les qualités pour ce faire, mais j'ai des marges de progression possibles, monsieur le maire. Donc, comme le dit le vieux sage, regarde le passé pour comprendre le présent et bien préparer l'avenir. Livrons-nous donc très rapidement à cet exercice sur 3 points essentiels. Le premier, dans le cadre de notre contribution au redressement des finances publiques, nous avons perdu 22,28 millions de recettes depuis 2014. C'est ce que disait notre collègue il y a quelques instants. Second point important, l'épargne nette de la ville s'établissait à 17 985 000 en 2007, 4 383 000 en 2013. Une évolution catastrophique, très préjudiciable entre autres à l'investissement.
Troisième point, l'encours de la dette s'élevait à 36 116 fin 2007, 102 556 fin 2013. Une progression que je qualifie de dramatique, voire tragique, car elle obère grandement le futur des Aulnésiens. Il convient d'ajouter, là encore, de manière objective, que la précédente majorité envisageait d'augmenter les impôts fortement. En effet, les études portaient sur une croissance de ceux-ci de 20%, afin de dégager environ 10 millions d'euros, et ce, pour faire face à une situation financière au bord de la faillite. Il est indispensable, je sais que je répète, mais il est indispensable de se le rappeler. Il faut que les Aulnésiens ne l'oublient pas, il faut donc le dire et le redire. Dans ce contexte, nous avons fait le choix courageux, n'ayons pas peur des mots, et en même temps risqué, de refuser cette fatalité et cette facilité. Nous n'avons pas accepté cette augmentation des impôts conformément à nos engagements. Au contraire, nous avons choisi l'effort. Et c'est ainsi que nous avons opté pour des réductions drastiques, mais bien réfléchies, de dépenses de fonctionnement et d'investissement. J'assume ces choix de la majorité, d'autant que j'ai participé au groupe de travail chargé de les proposer. Nous nous sommes engagés ensuite dans une recherche permanente d'économie par une gestion plus rigoureuse et entamé des process de réformes structurelles ou de réorganisation. Exemple, la cuisine centrale, les crèches en délégation de services publics, le nouveau marché de l'IFAC, etc. Résultat, le service public demeure à un niveau élevé au bénéfice des Aulnésiens. Les impôts locaux n'ont pas été augmentés et ne le seront pas encore, ce qui vient de nous être confirmé. Les investissements en équipement s'établissent à plus de 23 millions d'euros pour 2017, notons une moyenne de 21,45 millions sur ces 4 dernières années. Force est de constater cependant que la trajectoire baissière des charges marque une pause en 2017, comme ce fut indiqué et comme l'indique très précisément le rapport. Ceci est dû, pour l'essentiel, à l'application de l'accord parcours professionnel, carrières et rémunérations du régime indemnitaire dans un contexte d'objectifs de maîtrise des dépenses de personnel a priori trop ambitieux. 2018 doit pouvoir porter un nouvel élan, un nouvel engagement sur les réformes structurelles. Les bénéfices, certes, ne pourront toutefois s'apprécier que dans le temps, mais à nos yeux, ces réformes sont indispensables pour contenir les charges de fonctionnement et garder maîtrise de la situation financière. Par ailleurs, le programme d'investissement envisagé se situe à un bon niveau, 30 millions d'euros pour 25 millions réalisables, nécessitant 16 millions d'emprunts, lesquels devront s'inscrire dès 2020 dans la nouvelle règle du délai d'extinction de la dette, soit de 12 années. En synthèse, orientation normalement ambitieuse et réalisable dans le cadre d'une situation financière très contrainte, sous réserve que les réformes et les réorganisations se poursuivent fortement en lien avec les personnels concernés. Nous ne pourrons pas réparer les erreurs et les inconséquences de l'ancienne municipalité sur cette seule mandature. Il nous faudra au moins une nouvelle pour mener à bien cette mission au service des Aulnésiens. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chaussat. Monsieur Pachou. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le député, Madame la sénatrice, Madame la première adjointe, chers collègues, le débat d'orientation budgétaire est un moment phare dans la vie du conseil municipal. Il éclaire sur la tenue budgétaire des exercices précédents et dégage les pistes de la gestion assumée par la majorité municipale pour l'exercice à venir. Stéphane Fleury vient d'en faire la brillante démonstration en nous livrant des éléments budgétaires techniques, documentés et articulés autour des priorités fidèles au programme sur lequel la majorité actuelle s'était engagée lors des dernières municipales. Le document présenté par Stéphane Fleury rappelle le contexte général dans lequel la ville doit construire son budget, sachant que la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 impacte notablement cette construction budgétaire.
mais je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez entendu de la part de Stéphane Fleury et brillamment aussi de la part de Jacques Chaussat. Comme la plupart des Aulnésiens, nous sommes nombreux à ne pas posséder la culture financière permettant de rentrer dans un débat très technique. Cependant, nous avons bien compris qu'entre 2014 et 2017, nous subissons une baisse cumulée des dotations de l'État de plus de 25 millions d'euros, ce qui, comme dit le maire, représente 5 années d'entretien de la voirie. Même si à partir de 2018, la diminution des dotations de l'État se stabilise, le cumul des baisses engagées depuis 2014 continue à peser lourdement et chaque année sur le budget de la ville. Et pourtant, les dépenses sont contenues, les recettes se stabilisent, le budget est maîtrisé, sans que le recours à l'emprunt n'obère l'avenir de la ville. Dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques, ceci met la ville en bonne position pour contractualiser avec l'État autour de 2 axes: contenir l'évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2% par an et réduire progressivement le besoin de financement, c'est-à-dire l'endettement, que nous devrions passer sous le plafond des 12 ans, si j'ai bien compris le document, ce qui est la moyenne nationale à partir de 2020. Alors cet effort de rigueur tient compte d'une part de l'écoute permanente des Aulnésiens à travers les nombreuses instances créées dans le cadre de la démocratie de proximité ou les multiples contacts au quotidien avec la population, et d'autre part des priorités sur lesquelles la majorité municipale s'est engagée. Et là, il y a des réalités qui nous parlent davantage. Malgré la baisse des dotations de l'État depuis 4 ans, aucune augmentation de la part communale dans les taxes locales, et ça vaudra aussi pour 2018. En matière de sécurité, la police municipale fonctionne 24 heures sur 24, avec la création cette année du centre de supervision urbaine et la poursuite du déploiement de la vidéosurveillance. De plus, le maire a proposé qu'Aulnay soit ville-test pour expérimenter le nouveau dispositif de police de proximité initié par l'État, et sa mise en place est en cours. Pour les écoles maternelles et élémentaires, retour à la semaine de 4 jours, tandis que pour la petite enfance, 2 nouvelles crèches seront ouvertes en 2018. La culture reste un axe fort de l'action municipale, en témoigne la dynamisation du CAP. Et la zone pavillonnaire a été préservée et même élargie. L'ambition de retrouver des zones attractives sur la ville se concrétise en créant sur l'axe Prince-et-Mitry, certes de l'habitat, mais bien moins que prévu par la précédente mandature, avec des commerces et des services, et une attention particulière pour le quartier de Mitry, longtemps délaissé, et que le maire a réussi à faire rentrer dans le nouveau plan de rénovation urbaine. En redonnant sa vocation piétonnière à la place Abriou par la construction d'un parking en sous-sol et un aménagement paysager en surface, en construisant un établissement multimodal à Balagny, bientôt suivi d'un autre à Mitry. En ayant repris la main sur les terrains de PSA, promis à devenir un nouveau quartier avec des entreprises, donc de l'emploi, des organismes de formation, du logement, des commerces et des services. Enfin, nous verrons en 2018 le début de la reconstruction du nouveau stade nautique ou encore l'élargissement des voies sur le pont de la Croix-Blanche. Je pourrais aussi évoquer le nouveau plan de rénovation urbaine, l'ANRU 2, qui entre autres nous a permis d'inaugurer la nouvelle mairie de quartier en 2017, proche de la barre du Galion, qui elle sera détruite. On pourrait aussi évoquer la coulée verte qui, à terme, joindra le nord au sud. Je suis bien conscient que mon énumération n'est pas exhaustive. Elle témoigne de l'opiniâtreté et des efforts déployés par l'équipe municipale pour améliorer la qualité de vie sur Aulnay, malgré un budget contraint. Et pour conclure, et sans flagornerie, je voudrais rendre hommage au maire, au travail du maire, qui a un œil sur le quotidien des Aulnésiens, l'autre sur le devenir de la ville à moyen et long terme, avec une énergie et une volonté qu'il sait partager avec son équipe pour qu'à travers les années qui viennent, Aulnay-sous-Bois se consolide en ville attractive où il fait bon vivre et travailler. Vous comprendrez aisément que, comme mes amis du groupe Les Républicains et Personnalités locales, et comme mes amis du groupe UDI, j'approuve les orientations budgétaires présentées par Stéphane Fleury. Merci. Merci, Monsieur Pachou. On est sur le débat d'orientation budgétaire, on pourrait dire, puisque finalement nous sommes à huis clos et qu'il n'y a pas d'opposition, on peut arrêter là.
mais en tant que maire, je me devais quand même de vous redonner quelques éléments d'éclairage, en particulier parce que ce sont des éléments importants pour les Aulnaisiens et pour les Aulnaisiennes. D'une part, on est revenu un peu en arrière, et Stéphane a raison, de 2015 à 2017, les collectivités locales ont déjà participé à hauteur de 10 milliards à l'effort national de redressement des finances publiques. Il ne faut pas l'oublier, ça a déjà été payé. Pour 2018-2022, le gouvernement a annoncé un effort supplémentaire de 13 milliards. Et je regarde nos deux parlementaires, ils savent comment ça va discuter dans les deux assemblées. Ces mises à contribution massives et successives ont un impact considérable sur la capacité des collectivités à maintenir un service public de qualité à leurs administrés. Parce que l'argent public, il est là pour ça. Il est là pour rendre un service aux Aulnaisiens et aux Aulnaisiennes. D'autant plus qu'au-delà de ce énième coup de massue budgétaire, on nous demande toujours plus. On nous demande toujours plus. Les collectivités sont ainsi également confrontées à de nouveaux défis en termes de respect de normes et de nouveaux services à la population. Toujours plus. Il s'agit de faire aujourd'hui mieux avec moins, en sachant que l'État, fidèle à la formule que on pourrait dire les conseillers ne sont pas les payeurs, conseille, recommande, oblige, contraint, mais sans jamais payer ou donner les moyens nécessaires. C'est l'État. Alors, dans ces cas-là, il y a plusieurs stratégies. On peut choisir la facilité, comme se proposait de le faire la précédente municipalité, l'augmentation, dès le début du deuxième mandat, de 20% des impôts locaux à l'époque. Et effectivement, l'administration en est témoin, les archives existent. Il était bien prévu une augmentation massive de 20% des impôts locaux pour les Aulnaisiens et pour les Aulnaisiennes en 2014, avec peut-être 30% l'année d'après. Ah, après, on aurait pu continuer à dépenser sans compter, puisqu'on l'aurait pris dans la poche des Aulnaisiens et des Aulnaisiennes. Depuis 2014, nous avons fait un choix différent, nous, majorité municipale. Il n'est pas question d'augmenter les impôts des Aulnaisiens, dont plusieurs ont déjà été frappés, sont frappés ou seront peut-être frappés par des hausses de fiscalité au niveau national. Je pense encore récemment à nos retraités qui subissent de plein fouet la hausse de la CSG. Alors nous avons opté pour une gestion rigoureuse, au centime près, en faisant des économies, mais pas faire des économies pour faire des économies, pas faire des économies pour se faire plaisir en faisant des économies, mais pour dépenser mieux. L'argent public, ce n'est pas l'argent qui tombe du ciel, c'est l'argent qu'on va chercher dans le foyer des Aulnaisiens et des Aulnaisiennes. Pour dépenser utile et efficace pour les Aulnaisiens, cela passe par des mutualisations de l'offre, par des rationalisations des coûts, par de nouvelles logiques partenariales, je pense aux crèches par exemple, par de la digitalisation, de la numérisation ou encore l'optimisation des process. La mise en œuvre de cette discipline budgétaire municipale rigoureuse a permis de maîtriser les dépenses de fonctionnement, je dis bien maîtriser, il n'y a pas de gloriole là-dedans, tout en garantissant un service public de haute qualité aux Aulnaisiens et aux Aulnaisiennes. Nous tenons nos engagements, nous finançons nos priorités fixées au début de mandature. Sécurité, réussite scolaire et éducative, mais aussi propreté. À titre d'exemple, le budget de fonctionnement de la sécurité et de la prévention est passé de 6 millions en 2013 à 7,7 millions en 2017. Dans le même temps, nous consacrons cette année 7,3 millions d'euros aux actions péri- et extrascolaires. Donc là encore, la tarte à la crème, ils ne dépensent que pour la sécurité et pas pour nos enfants. Vous regardez, 7,7 millions, 7,3 millions, on est très loin des clichés véhiculés. Et 16,82 millions d'euros à l'éducation en général. 16,82 millions d'euros pour les Aulnaisiens sur l'item éducation, ce qui en fait le 3e poste de dépense après l'administration générale et les espaces publics. Ce qu'on est loin des clichés. Nous préparons l'avenir aussi. On l'a vu avec certaines délibérations sur le commerce, sur le pont de la Croix-Blanche, en accentuant l'effort de rénovation des équipements publics, plus 600 000 euros l'année dernière, et en finançant les nouveaux équipements comme l'aménagement du pôle Sisley, ça a été dit, l'équipement multimodal Balagny, ou encore le centre de supervision urbaine.
À cela s'ajoute, nous l'avons dit, la construction d'un nouveau stade nautique qui débutera dès cette année. Je rappelle que cette discipline budgétaire est d'autant plus nécessaire que la perte cumulée, et je veux vraiment qu'on le répète incessamment, la perte cumulée de nos dotations depuis 2014 s'élève à plus de 25 millions, presque 26 millions. Cela revient à retirer à la ville d'Aulnay-sous-Bois le budget d'une année entière d'investissement, par exemple, ou alors 5 années d'entretien de voirie, par exemple, ou plus d'une année de budget de fonctionnement dédié à l'éducation et à la sécurité, les fameux 16 et 7. Vous voyez ce que c'est? Cet argent qu'on nous a retiré, c'était ça, qu'on aurait pu continuer à donner plus et mieux aux Aulnaysiens et aux Aulnaysiennes. Alors pour pallier cette perte sèche et conserver notre capacité d'investissement, nous avons défini une trajectoire budgétaire qui permet de dégager des marges nécessaires au travail indispensable d'entretien, de rénovation des infrastructures et d'équipements publics, d'anticiper les besoins. Alors effectivement, on n'est plus dans le tout de suite, ça n'est plus possible, on est dans la programmation obligatoire et donc dans la pédagogie pour dire ça on ne peut pas le faire cette année, on le fera l'année prochaine. C'est plus exigeant pour les élus que nous sommes, plus exigeant pour l'administration et plus compliqué à partager avec les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes. C'est le défi que nous avons en tant qu'élus. Pour cela, l'optimisation de nos besoins budgétaires s'est accompagnée aussi d'une politique de bonne gestion et d'emprunt optimisée. Et là, j'aimerais que vous suiviez parce que vous aurez le droit à la tarte à la crème aussi, mais alors vous aussi, vous allez peut-être finalement emprunter. Dans la conjoncture actuelle, avec les taux extrêmement bas, historiquement bas, il est donc déjà, c'est un premier constat, financièrement intéressant de recourir à l'emprunt. Ça pourrait être un premier constat. L'argent ne coûte moins cher qu'il n'a pu coûter à nos prédécesseurs. C'est factuel. Mais on peut effectivement se dire ça pour continuer à augmenter beaucoup, mais on peut se dire ça pour dire on va emprunter autrement. Voire même on va restructurer notre dette grâce à ça, comme le font beaucoup de particuliers. Aujourd'hui, certaines fois, en particulier, quand on parle de l'immobilier. Avec les taux bas auxquels nous souscrivons nos emprunts, cela n'a pas d'impact, et c'est important à retenir, sur la charge de la dette. En clair, pour le même remboursement, nous pouvons emprunter plus et donc investir plus. C'est la clé. Il convient d'ailleurs de noter que la progression de la dette a été réduite de moitié par rapport à l'ancienne mandature. 5,76 millions par an contre 11,07 millions par an entre 2007 et 2013. Ça n'est pas rien. Et puis, un petit rappel, c'est qu'entre 2007 et 2013, finalement, l'encours de la dette avait augmenté de 66,44 millions. Entre 2013 et aujourd'hui, nous n'avons fait augmenter la dette que de 23 millions. C'est-à-dire 2 millions de moins que ce que l'État nous a retiré. Puisque, je le rappelle, l'État nous a enlevé 25 millions. Sans ces 25 millions en moins de l'État, nous n'aurions même pas eu, finalement, à emprunter, grâce à la gestion optimum que nous appliquons aujourd'hui. Sans les baisses de dotation, nous n'aurions pas eu besoin de recourir à l'emprunt. C'est quand même à noter aujourd'hui où beaucoup de collectivités sont quand même contraintes à le faire. Mais je veux quand même de temps en temps le souligner, parce que l'opposition n'est pas là, mais elle aurait été dans son rôle, bien sûr, mais on se serait fait taper dessus. Imaginons 2 secondes que la précédente majorité ait eu à faire face à la même baisse de dotation que nous, 25 millions en moins. D'accord? Je fais le calcul. Ils ont emprunté 66 millions, ils auraient eu 25 millions de faits à emprunter comme nous, dans les mêmes circonstances. L'équipe précédente aura augmenté 90 millions d'endettement pour les Aulnaysiens et pour les Aulnaysiennes. Alors bien sûr, à côté de ça, nous procédons donc à une renégociation des emprunts. J'ai demandé à l'administration de se mettre sur ce chantier qui n'avait jamais été abordé. Renégocier nos emprunts afin d'optimiser la gestion de la dette et d'en diminuer le coût. Parce qu'effectivement, un crédit, ça a un coût aussi au-delà de ce que vous empruntez, pour faire des économies et dégager de nouvelles marges. À titre d'exemple, et c'est pas rien, la gestion active de la dette
nous a permis d'économiser 200 000 € d'intérêts entre 2015 et 2017. Ça n'est pas neutre, 200 000 €. Je suis désolé. C'est dans cet esprit de bonne gestion que nous avons aussi réussi parce qu'on a tout lu. Des gens qui, effectivement, n'arrivent pas à lire Oxygène, n'arrivent pas peut-être à lire les parutions de l'établissement public foncier d'Île-de-France. La bonne gestion nous a permis aussi d'obtenir une maîtrise publique des 107 hectares de PSA sans que cela ne coûte 1 € aux Aulnésiens, puisque c'est l'établissement public Île-de-France qui porte à 100% les 107 hectares de PSA. Donc ça ne coûte rien concrètement aux Aulnésiens, aux Aulnésiennes. C'est bien de le répéter. Alors effectivement, ce travail constant de rigueur nous permettra, d'ici la fin de la mandature, d'assainir les finances de la ville pour préparer l'avenir, parce que je le répète, on ne fait pas cet exercice-là pour faire des bénéfices. On fait cet exercice-là pour mieux dépenser l'argent public au bénéfice des Aulnésiens et des Aulnésiennes, garantir la qualité du service public. Et nous le ferons, nous le faisons, malgré quand même, et c'est le bémol que je mettrai parce que nous sommes dans un débat d'orientation budgétaire, parce qu'il y a encore des incertitudes institutionnelles. Sur la configuration institutionnelle de l'Île-de-France, nous attendons le discours du président de la République, mais aussi des incertitudes budgétaires, quand on voit certaines réformes voulues par l'État, qui, aujourd'hui, ne peuvent pas être pris en compte par notre administration. Voilà, merci. Alors, on est sur un débat d'orientation budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire est un prend-acte, mais la loi, aujourd'hui, nous oblige à un exercice particulier, c'est on prend acte du débat d'orientation budgétaire, mais on vote sur le fait qu'il y a bien eu débat d'orientation budgétaire. Donc, ce qui fait qu'on peut très bien voter ce DOB non pas sur le fond, mais sur la forme, en disant « je suis peut-être même pas d'accord avec des orientations, mais dans tous les cas, j'ai bien assisté au débat d'orientation budgétaire, il a bien eu lieu. Donc je vais vous demander de participer à ce vote-là. Qui est pour? Unanimité des présents, merci. L'ordre du jour appelle ensuite des remarques sur les décisions du maire. Pas de remarques. J'ai 2 questions orales. La première, vous avez reçu hier, et je tiens à le dire en conseil municipal parce que ce sera vu en conseil du territoire, et finalement c'est la suite de délibérations, de vœux, que ce soit au niveau de la ville d'Aulnay-sous-Bois ou du territoire paritaire d'Envol. C'est la décision du tribunal administratif hier concernant la ZAC sur le périmètre d'Europa City et de l'aménagement du triangle de Gonesse. On n'a pas à commenter une décision de justice, mais cette décision de justice, effectivement, corrobore les différents courriers que les 8 maires du territoire ont fait au Premier ministre, les vœux qui ont été faits en conseil de territoire et les débats qui ont eu lieu dans cette instance en conseil municipal. Nous ne sommes pas contre l'aménagement du triangle de Gonesse, mais nous sommes fondamentalement contre tout projet qui cannibaliserait en termes d'emploi, en termes d'activité, en termes de transport, nos territoires. C'était le premier point sur lequel je voulais attirer votre attention. Le deuxième point, c'est juste un rappel qui est lié finalement à la tenue à huis clos de ce conseil municipal. Il a été évoqué différents sujets. J'aimerais juste rappeler en droit certaines choses, c'est qu'un conseil de discipline, c'est pas une bande de copains qui se réunit parce qu'ils sont retrouvés dans un bar, c'est une instance. Un conseil de discipline comprend à nombre égal des représentants du personnel, les syndicats, qui, par la Constitution, ont le monopole de la représentation des personnels et des représentants des collectivités territoriales. C'est pour ça qu'on parle d'organismes paritaires. Les représentants du personnel qui siègent en conseil de discipline sont les membres titulaires des commissions administratives paritaires appartenant au même groupe hiérarchique que le fonctionnaire qui passe devant ce conseil de discipline ou du groupe supérieur s'il y en a un. Les représentants des collectivités territoriales sont en même nombre que les représentants du personnel, c'est pour ça qu'on parle d'instance paritaire. Ils sont tirés au sort par le président du conseil de discipline, parmi l'ensemble des représentants des collectivités de la CAP,
placés auprès du centre de gestion. Donc il n'y a pas de querelle partisane. Vous avez des élus de toute tendance politique et de toutes les villes du CIG, pas uniquement du reste de la Seine-Saint-Denis. Rappelez aussi que le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif en activité honoraire. Donc voilà ce dont on parle, un conseil de discipline qui est saisi par une collectivité, a accès à un dossier monté par la collectivité, donne la possibilité au fonctionnaire qui doit passer devant de s'expliquer, il le fait ou non, quel que soit le fonctionnaire, et ensuite il émet un avis. En état, un avis a été donné le 17 novembre de cette année. L'avis était un avis de révocation, alors que la ville d'Aulnay-sous-Bois avait initialement demandé une sanction du 3e groupe qui était effectivement une exclusion temporaire de fonction de 3 mois. Le conseil de discipline, à l'unanimité des élus présents, a voté une révocation. Et à partir du moment où, le 17 novembre, ensuite, au bout d'un mois et demi, j'ai reçu cet avis, le fonctionnaire a été informé par sa voie hiérarchique, par l'administration, et le 14 février, parce qu'effectivement, dans la fonction publique territoriale, les délais sont un peu plus longs, le fonctionnaire considéré m'a écrit en présence du directeur général des services pour dire qu'il voulait être même rapidement révoqué pour entamer d'autres démarches qui, effectivement, sont de son droit. Donc la ville d'Aulnay-sous-Bois n'invente pas des règles, ne fait pas une gestion particulière, elle applique les règles de l'administration, les règles de la loi, et je finirai effectivement ce conseil municipal sur une phrase qui est un adage républicain qui date de 1791, « Force reste à la loi ». Merci, les travaux sont clos.